Ravi de vous retrouver dans ce rendez-vous d'information sur la télévision TAL. Messieurs, mesdames, bonsoir. La tuberculose est généralement associée aux poumons. Pourtant, cette maladie infectieuse peut également atteindre les os et les articulations. Appelée tuberculose ostéo-articulaire, elle peut entraîner des douleurs, des difficultés de mouvement et dans certains cas des complications importantes. Pour plus de précisions, suivez le reportage de Zahraddin Ali et Daouda Abdou. La tuberculose des os est la forme dite extra-pulmonaire de la maladie. Elle peut atteindre différentes parties du squelette, notamment la colonne vertébrale, la hanche, les genoux ou encore les os longs. Contrairement à la tuberculose pulmonaire, cette forme n'est généralement pas considérée comme directement contagieuse. La transmission de la tuberculose concerne surtout les formes pulmonaires ou laryngite active. La tuberculose osseuse, elle, contrairement à la tuberculose connue de tout le monde, qui est la tuberculose pulmonaire, qui se manifeste à peu près à 80% de nos patients, la tuberculose osseuse, elle prend un organe bien connu, donc les os. De manière générale, c'est tous les os qui sont concernés, mais c'est surtout les os de la colonne vertébrale qu'on appelle le rachis qui sont les plus concernés. La cause, c'est un germe qui appartient à la famille des bactéries. Donc, c'est ce qu'on appelle le Mycobacterium tuberculosis. Donc, cette bactérie, elle vit dans l'air. Donc, c'est une maladie qu'on contacte de manière respiratoire. Donc, c'est à travers la respiration qu'on inhale cette bactérie qui circule dans l'environnement. Les symptômes peuvent apparaître progressivement. Selon la localisation, les malades peuvent ressentir des douleurs persistantes, une limitation des mouvements ou une faiblesse de la partie du corps touchée. Lorsque la colonne vertébrale est atteinte, il peut notamment s'agir d'une tuberculose vertébrale, connue sous le nom de mal de Pau. Quand cette maladie commence à se manifester et que le patient n'a pas consulté, c'est-à-dire il aura des difficultés au niveau de la marche, au niveau de la position assise, au niveau de toutes les fonctions. Parce qu'elle atteint, donc à travers les os, elle atteint les nerfs, elle atteint les muscles et tout ce que le patient a l'habitude de faire. La prise en charge de la tuberculose osseuse, contrairement à la tuberculose pulmonaire qui, elle dure 6 mois seulement, la tuberculose osseuse, la durée du traitement, c'est jusqu'à 12 mois. Et là, la prise en charge, elle est particulière. Pour prévenir toutes les formes de tuberculose, il faut éviter le contact avec les personnes qui sont déjà infectées. Ça, c'est la première prévention. Et ça incombe à nous aussi, les praticiens, c'est d'abord de traiter ceux qui sont malades. Si on arrive à traiter tous ceux qui sont malades, donc la transmission devient moindre. Maintenant, pour une personne donc saine qui veut éviter la tuberculose, c'est les mesures barrières avec ceux qui sont déjà malades, de mettre 1 mètre entre le malade et la personne qui est saine. C'est le port de la bavette, comme ici nous on l'exige dans nos services. C'est aussi d'éviter de fermer porte-fenêtre quand on est dans le bureau avec un malade de la tuberculose. Et aussi de partager le même verre, par exemple, ou partager la même cuillère. Donc ce sont des mesures barrières qu'il faut respecter. La tuberculose est une maladie banale, elle existe, elle est un peu partout. Elle est malheureusement souvent méconnue. Mais sachez que cette maladie, elle a un traitement. Le traitement est sûr et nous avons un très bon taux au Niger ici de succès thérapeutique. Nous avons un taux autour de 90%. C'est-à-dire que nos malades qui sont diagnostiqués et connus, quand ils prennent les traitements, ils guérissent autour de 80% de nos malades, ils guérissent. Donc le taux de décès, le taux de perdu de vie n'est pas du tout élevé. C'est plutôt le taux de guérison qui est très élevé. Si jamais vous avez les signes de la tuberculose que je vais rappeler ici, c'est l'amaigrissement. Si quelqu'un voit qu'il maigrit, si la personne voit qu'elle ne mange pas bien comme avant, si la personne voit qu'elle est toujours de plus en plus fatiguée, si elle voit qu'elle fait de la fièvre chaque soir, si elle voit qu'elle fait de la sueur nocturne et qu'elle sait qu'elle a été en contact avec quelqu'un qui tousse, qui crache, qui a la tuberculose,
il faut qu'il sache qu'il y a un service de traitement de la tuberculose. Ce service pose les diagnostics même de la tuberculose, puis il les traite. Et le traitement est gratuit. Les examens de la tuberculose sont aussi gratuits et la guérison elle est presque sûre à 100%. Longtemps méconnue du grand public, la tuberculose des os nécessite une prise en charge médicale précoce face à des douleurs persistantes ou à une difficulté inhabituelle à mobiliser une articulation. La consultation médicale reste essentielle. Santé toujours avec cette fois-ci les infections chez la femme. Tabou et souvent négligées, les infections sont pourtant des maladies qui peuvent avoir des conséquences graves sur la santé de cette dernière. À travers le reportage qui va suivre, Kadiyatou Namoywa et Ibrahim Abdoulaye nous présentent la maladie, ses causes, ses conséquences, ses moyens de prévention et de traitement. Regardez. Dans leur quotidien, de nombreuses femmes sont confrontées à des infections, des maladies souvent taboues et parfois négligées qui peuvent pourtant toucher toutes les femmes, quel que soit l'âge. Vous pouvez noter que c'est un déséquilibre de la flore vaginale qui provoque les infections. Il y a deux types d'infections, les infections génitales basses et les infections génitales hautes, qui sont généralement les complications de ces infections génitales basses et elles ne sont pas bien prises en charge. Non traitées, les infections peuvent entraîner des complications et des conséquences graves. Une femme qui a une infection n'est pas une femme qui vit pleinement de sa vie. Elle est tout le temps là, entre les consultations à chercher parce que ça ne finit pas, tant que ce n'est pas bien traité. Et plus tard aussi, ça peut créer des troubles de fertilité, voilà, ou bien ce que je vous dis, dû aux infections génitales hautes. Donc, c'est les basses, quand elles sont mal traitées, elles vont donner des infections génitales hautes. Ces infections génitales hautes aussi sont généralement la source de beaucoup d'infertilité. Pour éviter ces situations, des gestes simples sont recommandés. La flore vaginale, il y a les bacilles, ce qu'on appelle les bacilles de Goderlin, qui est l'équilibre chez la femme. Donc, il y a des pertes blanchâtres qui sont physiologiques, qui sont normales chez la femme, de la puberté jusqu'à la ménopause. Ce n'est pas une saleté, c'est la normalité des choses. Vous allez voir, certaines femmes, elles ont tendance à vouloir les évacuer coûte que coûte, en mettant tout le temps faire la toilette vaginale, ce qui n'est même pas recommandé. Le traitement, d'abord, c'est de faire la constatation générale pour voir qu'est-ce qu'il en est exactement. Parce qu'il y a des pertes blanchâtres qui sont normales et il y a celles qui sont anormales. Quand est-ce qu'elles sont normales? C'est quand elles sont fluides, elles sont blanches, elles n'ont aucune odeur. Là, c'est la normalité des choses. Elles peuvent augmenter en fonction de la période. Par exemple, en pré-ovulatoire, quand la femme voit ses règles maintenant dans les 2 semaines ou bien pendant la grossesse. Là, les femmes ont tendance à remarquer qu'elles ont beaucoup de pertes blanchâtres, mais elles sont généralement physiologiques. Mais quand une femme constate que ces pertes blanchâtres changent de couleur ou bien changent d'odeur, là, il faut venir consulter. Ou lorsqu'elle a des démangeaisons, des brûlures mixtionnaires ou lors des rapports sexuels, elle a des brûlures ou elle a des douleurs du bas-ventre, là, c'est pas mal. Il faut venir chercher. Pour protéger sa santé, la femme doit éviter l'automédication et prendre soin d'elle. Les infections sont des maladies qui peuvent être très dangereuses. La consommation d'argile chez certaines femmes, notamment enceintes, soulève des préoccupations sanitaires. Si elle est perçue comme une réponse aux nausées ou aux envies alimentaires, elle peut entraîner des conséquences parfois graves pour l'organisme. Le reportage est signé Abdoulaye Moussa et Zainab Boubacar. La consommation d'argile, une pratique connue sous le nom de géophagie, est appréciée par certaines femmes, particulièrement pendant la grossesse. Cette pratique est motivée par divers facteurs, notamment la carence en nutriments, les changements hormonaux ou les traditions culturelles. Cependant, la consommation d'argile peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. La conséquence chez la femme enceinte, c'est que quand on mange de l'argile, d'abord physiologiquement, au cours de la grossesse, on devient anémié, c'est-à-dire que le taux d'hémoglobine baisse au cours de la grossesse. Maintenant, quand on consomme de l'argile, les éléments de l'argile là vont empêcher la fixation
du fer ou l'absorption du fer au niveau de l'intestin grêle. Et ils vont empêcher aussi l'absorption de l'acide folique au niveau de cet intestin grêle. Et ça aura pour conséquence une anémie. Et on sait que, comme déjà physiologiquement, la femme enceinte est déjà anémique, donc si maintenant les éléments de l'argile empêchent l'absorption du fer et de l'acide folique, ça veut dire que la femme va être anémiée, donc on aura ce qu'on appelle une anémie ferriprive et une anémie mégaloblastique, donc liée à une carence de l'acide folique. Le problème, c'est qu'au cours de l'accouchement, si déjà la femme est anémiée, si elle perd un peu de sang, donc elle risque de trépasser. Des mesures sont donc à prendre pour éviter la consommation de l'argile par les femmes, surtout pendant la grossesse. Le conseil qu'on donne, d'abord si on mange l'argile, au cours de la grossesse, il faut arrêter. Même si c'est la consommation excessive qui entraîne tout ça. Il faut arrêter la consommation de l'argile, faire sa consultation périnatale. Et au cours de la consultation périnatale, on va leur prescrire du fer et de l'acide folique, plus un déparasitant, pour permettre quand même d'avoir un bon développement du bébé qui est dans le ventre. Bien que la consommation d'argile est de coutume dans certaines cultures, il est essentiel de prendre conscience des risques potentiels sur la santé. Après une longue année scolaire, les enfants profitent désormais des grandes vacances. Mais pour les parents, une question se pose: comment occuper intelligemment les enfants pendant cette période afin de leur permettre de se divertir, d'apprendre et de développer de nouvelles compétences? La réponse dans le reportage qui va suivre. Après plusieurs mois de cours bien remplis, les enfants ont refermé leurs cahiers pour profiter des grandes vacances. Entre repos et loisirs, cette période représente aussi un défi pour de nombreux parents. Comment occuper utilement les enfants durant ces quelques semaines? Pour les spécialistes de l'éducation, les vacances ne doivent pas être uniquement un moment de distraction, mais aussi une occasion de renforcer les apprentissages, de développer les talents et de favoriser l'épanouissement des enfants. Durant l'année académique, il fréquente l'école. Pendant les grandes vacances, il serait souhaitable qu'on l'amène à exercer une activité génératrice de revenus. C'est une façon de joindre l'utile en fait à l'agréable. En menant ces activités lucratives, quelque part, il contribue à générer un fonds et en même temps, il apprend à exercer une activité. Bref, l'enfant apprend qu'effectivement, il faut travailler, qu'il ne s'agit pas de rester les bras croisés. Pendant les vacances, on peut aussi utiliser ce temps pour l'occuper notamment à apprendre encore au niveau de l'école coranique. Toujours est-il que cet enfant, il est préparé en fait à gagner sa vie pour qu'il réussisse. Et tout enfant a besoin de cet accompagnement qui va lui permettre justement de se réaliser une fois adulte. Les grandes vacances jouent un rôle important dans le développement de l'enfant. L'absence d'activité structurée pendant une longue durée peut favoriser l'ennui et l'inactivité. C'est pourquoi des initiatives telles que les clubs de lecture, les activités sportives, apprentissages divers et éducation religieuse leur sont proposées afin de faire de cette période un moment d'épanouissement. Les grandes vacances représentent une période de repos pour les élèves de façon générale, mais aussi c'est une période qu'il est recommandé de mettre à profit pour inscrire les enfants à la Makaranta afin qu'ils apprennent leur religion, avoir un contact avec le Coran, apprendre les autres sciences islamiques telles que le tawhid, le fiqh, la sira, etc. et renforcer le lien avec Allah. Que de laisser les enfants à ne rien faire, peut-être à circuler dans les quartiers, peut-être à jouer dehors, ou bien à être sur les réseaux sociaux, ou bien à fréquenter des mauvais amis, il est recommandé de les inscrire à la Makaranta. Il faut reconnaître que les enfants sont un peu plus occupés pendant l'année scolaire avec les cours, aller et revenir. Donc c'est un peu compliqué pour les parents de les dégager l'après-midi pour des activités parascolaires.
Mais là, il y a de plus en plus de demandes. Les parents appellent et les inscriptions sont vraiment nombreuses. C'est normal parce que occuper les enfants pendant les vacances, franchement, n'est pas chose facile pour les parents. Surtout quand ce sont des parents fonctionnaires qui sont occupés le matin et ne reviennent que le soir à la maison. Garder les enfants avec une activité précise qui les occupe et de façon ludique. Il faut reconnaître aussi qu'il y a de plus en plus de parents qui sont conscients de la dépendance de la télé, des tablettes et des écrans. Donc pour couper un peu avec ça, c'est de là que vient la demande à occuper les enfants. Pendant les vacances, il y a un mouvement des enfants qui viennent au boxing club pour s'entraîner. Ils aiment la boxe, c'est bon. Il faut leur parler, ils sont qu'à appuyer, ils sont qu'à patienter encore. Ils sont qu'à donner leur courage avec les enfants. Occuper les enfants pendant les grandes vacances ne signifie pas les priver de repos, mais plutôt leur offrir un cadre propice à leur développement. Entre détente, découverte et apprentissage, ces quelques semaines peuvent devenir une véritable opportunité de grandir autrement. À Kouartegui, le marché ne désemplit presque jamais. Véritable pôle commercial de proximité, il accueille chaque jour des centaines de vendeurs et d'acheteurs autour d'une grande diversité de produits. Organisés en 3 espaces distincts, ces marchés contribuent à l'approvisionnement de la population mais fait face à un défi majeur, le manque d'emplacement. Zoom sur ce marché au cœur de l'activité économique dans ce reportage de Rachida Koulibaly et Moubarak Murtala. Situé au cœur du 2e arrondissement communal de Niamey, le marché de Kouartegui est l'un des marchés les plus fréquentés de la capitale. Véritable carrefour économique, ce marché séduit par la diversité de ses produits et répond aux besoins quotidiens des populations. Le marché de Kouartegui a vu le jour dans les années 2004. Dans le temps, c'est uniquement le soir où il y a les légumes, il y a toutes sortes de choses qui descendent dans le marché. Maintenant, c'est devenu un marché à plein, 24 sur 24. Le marché là existe, le marché là fonctionne. Et la particularité du marché, c'est que c'est un marché où tout est presque moins cher parce que c'est des trucs qui viennent frais des environnants de la ville de Niamey. Les autres marchés de la ville de Niamey viennent se ravitailler dans le marché Kinahabou. Le marché est aménagé en 3 grands espaces. Le premier est consacré à la vente des produits maraîchers directement cueillis des jardins environnants, un deuxième espace aux produits cosmétiques ainsi qu'aux accessoires de maison et un troisième réservé à la vente de bétail. Dans ces marchés, on y trouve tout ce qui est légumes frais et autres céréales et épices. Ça fait plus de 13 ans que je suis dans ces marchés. Je vends des légumes et des épices. La plupart de ces légumes sont produits ici. Je vends du moringa dans ces marchés. On peut en trouver pour 250, 500 et 1000 francs. Je vends les abats d'animaux que nous prenons de l'abattoir de Niamey. Nous offrons aussi nos services aux riverains. Les prix sont abordables. Ce sont les vendeurs de bétail de la localité de Manguézé qui nous approvisionnent en animaux chaque lundi. Pour alors permettre à la population de trouver en permanence les bétails, nous nous sommes installés ici. On y trouve des bœufs et des petits ruminants. Je vends des produits cosmétiques et autres accessoires de maison. Pour de nombreux ménages, ce marché constitue une destination privilégiée pour s'approvisionner en produits de qualité et à des prix abordables. Je suis venue acheter du moringa. Tout est moins cher dans ce marché. Je suis venue acheter des condiments.
Les produits sont toujours disponibles et les prix abordables. Mais derrière cette intense activité commerciale se cache une réalité préoccupante. Le marché est aujourd'hui confronté à un sérieux problème d'emplacement. Pour les commerçants, un réaménagement du marché s'avère nécessaire. Wallahi masalai kergo diga bagum musamman masalai sintina kan girse bu moti sindir kan babunango e fondo bonno habogo. Notre plus grand problème, c'est le manque d'emplacement. Ces marchés se situent sur la voie. C'est pourquoi nous sollicitons auprès des autorités un meilleur espace pour délocaliser notre marché. Quand il pleut aussi, nos produits se gâtent facilement par manque de boutiques. Nous n'avons pas un enclos pour nos animaux et ces ravins nous menacent. Nous demandons aux autorités de revoir notre cas. Nous avons été déguerpis à 4 reprises par manque d'espace. Nous revenons. Ces ravins que vous voyez menacent également nos activités. Malgré ces contraintes, le marché de Kwartagi continue de jouer pleinement son rôle dans l'approvisionnement des populations et la création de revenus pour de nombreuses familles. Pour les commerçants, un réaménagement ou une extension des infrastructures permettrait d'améliorer les conditions de travail, de faciliter la circulation et de donner à ce pôle économique les moyens de poursuivre son développement. Au sommaire de l'actualité internationale, Kenya, une mystérieuse affection décime les éléphants. Afghanistan, célébration de 5 ans de règne taliban. Cyclisme, l'équipe NSN se retire de la course après un incident. C'est l'essentiel de l'actualité internationale sélectionnée et commentée par Zainabou Boubacar. Au moins 19 éléphants sont morts depuis juin dans le sud du Kenya, principalement des femelles et des jeunes mâles. Les animaux présentaient des symptômes similaires, notamment une paralysie partielle, mais l'origine exacte de cette mortalité reste incertaine. Fin juillet, le Kenya Wildlife Service a annoncé avoir détecté de fortes concentrations de cyanure dans certaines carcasses. Les autorités ont alors évoqué une possible intoxication liée à des produits agricoles utilisés à proximité des zones fréquentées par les éléphants. Cette hypothèse est toutefois contestée par plusieurs responsables locaux et défenseurs de la faune. Ils soulignent notamment que des hyènes et des vautours ont consommé les carcasses sans mourir, tandis qu'aucune mortalité similaire n'a été constatée parmi le bétail. Le gouvernement taliban a célébré ce samedi ses 5 ans au pouvoir en Afghanistan, au milieu des drapeaux et des convois de véhicules militaires, tandis que ses détracteurs dénonçaient le durcissement des restrictions dans tous les domaines de la vie quotidienne. Des Afghans, à bord de pousse-pousse et de motos décorées de drapeaux, ont sillonné Kaboul en cette journée qui, selon le porte-parole du gouvernement, Zabihullah Mujahid, restera gravé à lettres d'or dans l'histoire de l'Afghanistan. L'équipe cycliste NSN Développement a annoncé samedi 15 août son retrait du Tour du Portugal, au lendemain de la mort de son coureur britannique Farlan Tarling, 19 ans, dans un accident. La formation ne disputera donc pas les 2 dernières étapes de la course, assurant se concentrer sur le Tour de République tchèque et la course arctique de Norvège, avec le soutien total des parents de Farlan Tarling. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues officiellement, mais selon la télévision publique, le jeune Gallois a été percuté par une voiture circulant au sens inverse de la course, un peu en retrait du peloton. Il a été rapidement pris en charge par les secours, mais a finalement succombé à ses blessures. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.